Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui vous laissera complètement choqué, mais laissez-moi d'abord vous expliquer comment tout a commencé. Je savais qu'avec la naissance de notre fils, la vie allait énormément changer, et j'ai accueilli ce changement à bras ouverts. Ma femme et moi avions discuté de toutes les responsabilités liées à l'éducation d'un enfant, et nous avions tous les deux le sentiment d'être prêts pour cela. Depuis un certain temps, elle suggérait que nous prenions un chien, encore plus fermement car elle avait toujours voulu un Doberman, parce qu'ils étaient intelligents et loyaux. Immédiatement, j'ai pensé que c'était une idée parfaite, notre fils grandirait avec un ami qui le protégerait, et le chien ajouterait quelque chose de spécial à notre vie de famille. Alors, sans aucune hésitation, je l'ai fait, car je croyais qu'une telle décision rendrait notre foyer encore plus chaleureux. C'est un matin qui reste vif dans ma mémoire. Je me suis levé très tôt, me sentant assez déterminé à entamer cette nouvelle phase de nos vies. Avec ma femme confortable et mon fils nourri, je suis sorti de la maison avec une mission. Cet achat d'un Doberman semblait être une étape dans la construction d'une famille unie, sûre et pleine d'amour. Ma femme était un peu inquiète de la charge de travail qu'un chiot pourrait représenter avec un nouveau-né à s'occuper, mais je l'ai rassurée en lui disant que c'était la bonne décision. Je lui ai promis mon soutien, et je le pensais vraiment. Je voulais qu'elle se sente en sécurité dans ce choix, sachant parfaitement que j'étais à ses côtés à chaque étape. J'ai trouvé un éleveur réputé et j'ai prêté attention aux moindres détails. Je n'achetais pas n'importe quel chien, j'ajoutais un nouveau membre à notre famille. En arrivant, on m'a montré plusieurs chiots, mais l'un d'eux a rapidement attiré mon attention, alerte, fort, avec ce regard perçant qui semblait dire « Je suis prêt à faire partie de quelque chose ». Sans trop de cérémonie, je l'ai choisi. C'était une décision facile, et je n'ai même pas pris le temps de vraiment reconsidérer. L'éleveur me l'a remis, et déjà là, je pouvais voir la loyauté dans ses yeux. Ce serait notre chien, qui grandirait avec notre fils, pour le protéger et lui tenir compagnie. Sur le chemin du retour, je pensais à la réaction de ma femme. J'étais confiant qu'elle tomberait amoureuse de lui, tout comme moi. Elle a semblé un peu surprise quand je suis entré par la porte, mais elle s'est illuminée dès qu'elle a vu le petit chiot Doberman dans mes bras. Elle avait l'air un peu dépassée, un nouveau-né et maintenant un chiot, ça semblait beaucoup. Quoi qu'il en soit, je l'ai rassurée à nouveau. Je lui ai rappelé nos conversations, combien elle avait voulu un chien, et à quel point ce serait formidable pour notre famille. Elle a hoché la tête, et je pouvais voir qu'elle se détendait un peu. Elle me fait confiance, et c'est ce qui fait toute la différence. Bien sûr, les premiers jours ont été un peu chaotiques, s'adapter à un nouveau-né et maintenant à un jeune chiot aussi. Mais j'ai essayé de prendre en charge la plupart des responsabilités initiales avec le chien. Je m'occupais de le nourrir, de l'entraîner et de le promener. Je voulais que ma femme puisse se concentrer sur notre bébé sans se sentir submergée par ce nouvel ajout. Le chiot, que nous avons nommé Max, apprenait et s'adaptait rapidement. Il semblait comprendre l'énergie de la maison, calme quand notre fils dormait, joueur quand nous avions du temps libre. Ça se passait encore mieux que ce que j'avais espéré. Ce que j'aimais le plus, c'était la façon dont Max se comportait avec notre fils. En tant que chiot, il était doux et très prudent autour du bébé. Il se couchait près du berceau, posant sa tête sur sa patte comme s'il montait la garde. Je pouvais voir en Max les instincts qui se renforceraient avec le temps, déjà protecteur, déjà attentif. Je savais que nous avions pris la bonne décision. Ma femme souriait en voyant cela, et je pouvais dire que ses appréhensions initiales s'estompaient. Le chien commençait à faire partie du rythme de notre maison et s'intégrait parfaitement. J'ai toujours pensé qu'une famille nécessite une structure, et ajouter Max à nos vies a apporté une nouvelle couche de stabilité. Je travaillais de longues heures, et je savais que ma femme se sentait parfois isolée en restant à la maison avec le bébé. Max, cependant, apportait une sorte de compagnie qu'un chien seul peut offrir. Il donnait à ma femme un sentiment de sécurité et à notre fils une source de fascination sans fin. Je voyais comment ma femme commençait à apprécier les petits moments, sortir Max dans le jardin, regarder notre fils rire quand Max le frôlait. Ces moments rendaient tous les efforts valables. Je me suis assuré d'instaurer une routine qui fonctionnerait pour chacun de nous. Je me levais tôt pour sortir Max et le faire bouger avant d'aller travailler, afin qu'il ne soit pas trop difficile à gérer pour ma femme pendant la journée. Je ne voulais pas qu'elle se sente accablée, je voulais qu'elle se sente soutenue. Je gardais mes soirées libres pour aider avec Max et notre fils, m'assurant que ma femme ne ressente pas qu'elle portait tout le poids seule.
Il était important qu'elle sache que nous étions dans le même bateau. Chaque décision que je prenais, chaque action que je faisais visait à la faire se sentir en sécurité et heureuse dans notre famille grandissante. Alors, la vie a pris un nouveau rythme. Je travaillais efficacement et j'étais très motivé pendant la journée, sachant qu'à la maison, ma femme s'occupait de tout ce qui concernait notre fils, la maison et Max. Quelques mois après que Max soit devenu une partie de notre famille, ma vie a pris un tournant significatif. Je travaillais comme programmeur dans un environnement de bureau loin d'être idéal. Mon patron était difficile, et bien que je savais que beaucoup de mes collègues ressentaient la même chose, personne n'exprimait jamais ses préoccupations. Pour moi, ça a atteint un point de rupture. Un jour, lors d'une réunion particulièrement frustrante, j'ai confronté calmement mais directement mon patron au sujet de son style de gestion. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le prenne bien, et il ne l'a pas fait. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps de passer à autre chose. Je n'allais pas rester dans un endroit qui ne valorisait pas le travail acharné. Après avoir démissionné, j'ai fait un dernier geste audacieux, j'ai supprimé toute la base de données de l'entreprise. Ce n'était pas une décision prise à la légère, mais vu la façon dont il avait traité tout le monde au bureau, ça me semblait justifié. J'y voyais une leçon de respect pour ceux qui contribuent au succès. C'était une décision qui demandait de la conviction, et j'en avais plenty. J'ai quitté cet emploi sans regret. J'avais les compétences pour trouver quelque chose de mieux, et il n'a pas fallu longtemps avant que je décroche un nouveau poste qui semblait prometteur. Le seul inconvénient était qu'il était plus loin, ce qui signifiait des trajets plus longs. Le nouvel emploi venait avec ses défis, je partais tôt de la maison et rentrais tard, ce qui n'était pas idéal, mais j'étais déterminé à faire en sorte que ça fonctionne. Je savais que mes longues heures mettraient une pression supplémentaire sur ma femme, qui gérait déjà les soins de notre fils et de Max. Pourtant, je faisais confiance à ses capacités et je m'assurais qu'elle sache que je la soutenais pleinement. Chaque soir, en rentrant, je prenais en charge toutes les responsabilités que je pouvais, que ce soit promener Max tard ou aider avec les tâches ménagères. Ma femme ne se plaignait jamais, et sa résilience me motivait à continuer. Les week-ends devenaient un temps sacré en famille. Je faisais une priorité de passer du temps de qualité avec ma femme, mon fils et Max. Je les emmenais au parc, donnant à ma femme une pause bien méritée, même si elle ne le demandait jamais. Je pouvais voir qu'elle appréciait le geste. Il ne s'agissait pas seulement de lui donner du repos, mais aussi de rester connecté avec mon fils et Max malgré mon emploi du temps chargé. Les week-ends devenaient un moment pour se ressourcer en famille, longues promenades, jeux dans le jardin, et chérir chaque instant ensemble. La résilience de ma femme m'étonnait. Elle s'adaptait aux changements sans hésitation, même si j'étais absent pendant de longues heures. Elle ne me faisait jamais sentir coupable. Elle comprenait que je faisais ce qu'il fallait pour notre famille, et j'appréciais son soutien indéfectible. Les mots ne pouvaient pas pleinement exprimer ma gratitude, alors je le montrais par des actions, la surprendre avec son plat préféré le week-end ou être pleinement présent quand j'étais à la maison. Nous étions une équipe, et nous le savions tous les deux. Une chose qui facilitait les choses pour elle était le soutien d'une amie proche. Cette amie venait régulièrement, souvent avec son propre chien. C'était génial pour Max d'avoir un compagnon de jeu, et ma femme appréciait la compagnie. Leur amitié était plus qu'un lien, c'était une bouée de sauvetage, quelqu'un à qui elle pouvait se confier, qui comprenait les hauts et les bas de l'éducation d'un enfant tout en gérant un chien. Je voyais comment ces visites lui remontaient le moral. Savoir qu'elle avait quelqu'un sur qui compter pendant mes longues journées de travail me donnait la paix de l'esprit. Son ami partageait aussi des astuces utiles sur la possession d'un chien, des façons de faire écouter Max plus facilement aux conseils pour gérer son énergie. Ces suggestions faisaient des merveilles, et je remarquais combien ma femme devenait plus confiante dans la gestion de Max. Cela me rassurait, même en mon absence, elle avait construit un système de soutien qui faisait une réelle différence. Max, bien sûr, adorait chaque visite. Il était toujours ravi quand l'ami de ma femme venait, sachant que cela signifiait du temps de jeu avec un autre chien. L'exercice et la stimulation supplémentaire le calmaient le soir, ce qui facilitait les choses pour ma femme. Ce soir-là, alors que j'étais sur le point d'aller me coucher après une longue journée, ma femme m'a arrêté. Je pouvais voir à son visage que quelque chose la préoccupait. Malgré ma fatigue, je me suis assis à côté d'elle, prêt à écouter. « Il faut qu'on parle », a-t-elle commencé, sa voix douce mais ferme. J'ai hoché la tête, lui donnant toute mon attention. « Tu me manques », a-t-elle dit, ces mots me touchant profondément. Pas seulement pendant la journée, mais aussi la nuit.
Ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas vraiment été proches. J'ai besoin de toi. Sa franchise m'a frappé fort. J'ai marqué une pause, la culpabilité m'envahissant. Je sais, et j'admets. Tu me manques aussi. C'est juste avec le travail, les trajets, le bébé, tout, ça fait beaucoup. Mais tu as raison, il faut qu'on arrange ça. Je vais faire un effort, je te le promets. Elle m'a regardé, son scepticisme évident. Tu promets, a-t-elle demandé, sa voix portant une pointe de doute. Je comprenais pourquoi. Les mots seuls ne suffiraient pas à reconstruire ce que nous avions perdu. Oui, ai-je répondu fermement, croisant son regard. Je le pense vraiment. Je vais trouver une solution. On le mérite tous les deux. J'ai pris sa main, la serrant fort. Je suis désolé de m'être autant laissé absorber par tout. Je vais faire mieux. Elle a soupiré, sa frustration transparaissant. J'ai juste l'impression de toujours t'attendre, attendre que tu aies du temps pour nous. Et je comprends, tu travailles dur, mais je suis là aussi, je tiens tout ensemble à la maison. J'ai besoin de sentir qu'on est encore dans le même bateau. Je me suis rapproché, voulant la rassurer. Tu as absolument raison, ai-je dit sincèrement. Je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu fais. C'est toi qui nous tiens ensemble, et je ne veux pas que tu penses que je prends ça pour acquis. Je veux qu'on se sente à nouveau comme une équipe. Son regard s'est adouci légèrement, bien que je puisse encore ressentir sa douleur. Un week-end loin d'ici, ça semble bien, a-t-elle dit après une pause, mais plus que ça, je veux juste sentir que tu es là avec moi, même quand tu es fatigué. Je comprends, ai-je répondu en hochant la tête. Ce ne sont pas les grands gestes qui comptent, c'est les petits moments, rester connecté avec toi, même si ce n'est que pour quelques minutes chaque soir. Je m'assurerai d'être là, même quand je suis épuisé. Ses yeux ont sondé les miens, encore incertains. J'ai besoin de plus que des mots, a-t-elle dit. J'ai besoin de le voir, de le sentir. J'ai hoché la tête, prenant ces mots à cœur. Tu le verras, ai-je dit avec détermination. Je vais commencer par réserver du temps juste pour nous, même de petite façon. Tu mérites de te sentir valorisé chaque jour. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai ajouté, et si on planifiait une soirée en tête-à-tête, juste nous deux? Je m'occupe de tout, tu n'auras à t'inquiéter de rien. Son expression s'est adoucie, une lueur d'espoir apparaissant dans ses yeux. Une soirée en tête-à-tête, ce serait bien, a-t-elle dit, bien que son ton reste prudent. Mais ce n'est pas juste les grandes choses, c'est être là quand ça compte. Je sais, ai-je dit doucement, tendant la main pour toucher sa joue. Et je veux être ça pour toi. Je ferai tout ce que je peux pour que tu le ressentes. Elle a pris une profonde inspiration, sa frustration encore évidente. D'accord, a-t-elle dit, son ton mêlant espoir et irritation persistante. Et c'est tout. Ces mots étaient un rappel que ce n'était pas quelque chose que je pouvais réparer du jour au lendemain. Il faudrait des efforts, constants et sincères, mais j'étais prêt. Notre relation en valait la peine, et je n'allais pas la décevoir à nouveau. Tout a commencé tard un soir quand j'ai reçu l'appel. Ma mère avait été admise à l'hôpital dans une autre ville, et j'ai su immédiatement que je devais être là pour elle. Elle avait été mon pilier de force en grandissant, et maintenant c'était à mon tour de me montrer pour elle. Sans hésitation, j'ai contacté mon patron et organisé un congé. Rien n'allait m'empêcher de m'assurer que ma mère reçoive les soins et le soutien dont elle avait besoin. Quand j'en ai parlé à ma femme, je m'attendais à ce qu'elle comprenne. Après tout, la famille passe en premier, et je pensais qu'elle le verrait. Sa réaction, cependant, m'a pris au dépourvu. Avant même qu'elle ne parle, je pouvais voir l'irritation sur son visage. Ce n'était pas juste à propos de ma mère à l'hôpital, c'était à propos de moi qui partais encore, surtout après qu'on ait discuté de mon besoin d'être plus présent. Je comprenais sa frustration, mais c'était une situation que je ne pouvais pas ignorer. Alors que j'essayais d'expliquer les circonstances calmement, la tension entre nous est devenue palpable. « Alors, tu vas juste partir ?» a-t-elle demandé, sa voix tendue de frustration. « Et tout ici, alors ? Tu as promis de faire plus de temps pour nous, et maintenant tu t'en vas. » J'ai pris une profonde inspiration, réfléchissant soigneusement à ma réponse. Je sais que ce n'est pas idéal, ai-je commencé. Je t'ai promis d'être plus présent, et je le pensais. Mais c'est ma mère. Elle est à l'hôpital, et elle a besoin de moi. Je ne peux pas ignorer ça.
Tu sais combien elle compte pour moi. Je dois y aller. Elle a croisé les bras, son mécontentement évident. On dirait qu'à chaque fois que tu dis que les choses vont changer, autre chose arrive, a-t-elle dit. C'est comme si on passait toujours en second. Ces mots m'ont piqué, car il y avait une vérité dedans, mais ce n'était pas un choix, c'était une responsabilité que je devais assumer. Je comprends pourquoi tu ressens ça, ai-je répondu doucement, et je ne veux pas que tu penses que je cherche des excuses. Mais c'est ma mère. Elle est à l'hôpital, et je dois être là. Une fois qu'elle ira mieux, je réparerai les choses avec nous, je te le promets. Mais là, maintenant, je dois le faire. Elle m'a étudié un long moment, le conflit évident dans ses yeux. Elle était tiraillée entre sa frustration et la compréhension que la situation de ma mère exigeait mon attention. J'ai tendu la main vers la sienne, espérant combler le fossé entre nous. Je t'aime, ai-je dit sincèrement, et j'aime notre fils, mais ma mère a besoin de moi maintenant. J'ai besoin que tu me soutiennes là-dedans. Je ne peux pas le faire sans toi. Elle a soupiré, son expression s'adoucissant légèrement. C'est juste que j'ai l'impression que tu es toujours attiré ailleurs, a-t-elle dit, sa voix plus calme mais encore teintée de douleur. Et je comprends, vraiment, mais c'est dur. C'est dur d'être ici et de sentir que je suis la seule à tout tenir ensemble. Ces mots m'ont profondément touché, et j'ai hoché la tête, reconnaissant ses sentiments. Je sais que c'est dur, ai-je dit, et je n'essaie pas de minimiser ça. Tu as été incroyable, et je ne prends pas ça pour acquis. Mais là, maintenant, j'ai besoin d'être là pour ma mère, et j'ai besoin que tu me fasses confiance, quand je reviendrai, je serai pleinement là pour toi, pour nous. Elle a détourné le regard brièvement, puis m'a regardé à nouveau. La frustration dans ses yeux était toujours là, mais il y avait aussi une lueur de compréhension. D'accord, a-t-elle dit finalement, son ton résigné. Fais ce que tu as à faire. Elle n'était pas heureuse, et je ne m'attendais pas à ce qu'elle le soit, mais elle a reculé et m'a donné l'espace dont j'avais besoin, même si je savais que c'était difficile pour elle. J'étais reconnaissant pour cela. Elle n'était peut-être pas totalement d'accord, mais elle se souciait assez pour me laisser m'occuper de ma mère, sachant que c'était la bonne chose à faire. En me préparant à partir, j'ai fait une promesse silencieuse à moi-même, quand je reviendrai, je me concentrerai sur elle, sur nous. Je m'assurerai qu'elle sache qu'elle était tout aussi prioritaire que n'importe qui d'autre dans ma vie. À ce moment-là, j'ai reconnu la force et la patience qu'elle avait montrées, et je savais que je ne pouvais pas les prendre pour acquises. Elle méritait toute mon attention, et je m'assurerai qu'elle l'est. En rentrant chez moi après que l'état de ma mère se soit stabilisé, la maison était inhabituellement silencieuse. Ma femme n'était pas là. J'ai supposé qu'elle était sortie au magasin ou pour régler quelque chose. Sur la table de la cuisine, j'ai remarqué son ordinateur portable laissé ouvert, ce qui ne lui ressemblait pas. Je me suis demandé si elle était partie précipitamment, peut-être pour me préparer une surprise pour mon retour. Cette pensée m'a fait sourire, et pendant un instant, j'ai ressenti un sentiment de normalité et de chaleur. En m'approchant, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un œil à l'écran. Il était ouvert sur une fenêtre de discussion, sa conversation avec sa meilleure amie. J'ai hésité un instant, mais j'ai finalement cédé à la curiosité. Je savais que ce n'était pas entièrement correct, mais je pensais peut-être trouver des indices d'une surprise pour moi ou des potins anodins. Je n'avais aucune raison de m'attendre à autre chose. Mais en commençant à lire, un sentiment de malaise m'a envahi. Elle parlait de choses qu'elle avait faites pendant que j'étais parti avec ma mère. Les messages étaient étranges, troublants même, et j'avais du mal à leur donner un sens. Elle décrivait passer du temps avec notre chien d'une manière qui semblait bizarre. Elle mentionnait l'entraîner à suivre des commandes inhabituelles, utilisant son jouet préféré pour renforcer certains comportements. Le ton de ces mots semblait faux, comme si elle contournait quelque chose de plus profond. Un vague sentiment de quelque chose d'inapproprié s'agitait en moi, me nouant l'estomac. Un message en particulier m'a figé sur place. Elle décrivait un incident qui suggérait qu'elle avait perdu le contrôle émotionnellement, impliquant le chien d'une manière qui me laissait à la fois confus et alarmé. Elle disait qu'elle avait même mouillé le lit de plaisir et ajoutait « Ce n'est pas ce que tu penses » avec un emoji. Il était évident que ce qui s'était passé allait bien au-delà de tout ce que je considérais comme normal. Mes pensées se sont immédiatement tournées vers notre enfant. Je ne pouvais permettre à quoi que ce soit de menacer sa sécurité ou son bien-être. Mes instincts protecteurs se sont réveillés, et j'ai su que je devais agir. J'ai essayé de réfléchir rationnellement, de garder mes émotions sous contrôle,
mais le poids de ce que j'avais lu était trop lourd pour être ignoré. À ce moment-là, j'ai réalisé que ma femme n'était pas la personne que je pensais qu'elle était. Ce n'était plus un environnement sûr pour mon fils, et je devais assurer sa protection. Cette prise de conscience était douloureuse, mais je ne pouvais pas m'en détourner. Ignorer les signes n'était pas une option, surtout avec la sécurité de mon fils en jeu. Quoi qu'il se soit passé pendant mon absence m'a convaincu que les choses avaient trop dégénéré. Je me suis assis, mon esprit passant en revue les prochaines étapes possibles. Il était clair que ma femme n'était pas dans un état stable, et cette instabilité représentait un risque que je ne pouvais pas me permettre. Assurer la sécurité de notre maison est devenu ma priorité immédiate. Je savais que j'avais besoin de preuves de ce que j'avais trouvé, des preuves que je pourrais présenter au tribunal si nécessaire pour protéger mon fils. C'était une réalité dure, mais que je devais accepter. J'ai commencé à planifier comment recueillir des preuves discrètement, sans éveiller ses soupçons. Elle ne devait pas savoir ce que j'avais découvert avant que je sois prêt à agir. J'ai réalisé que je pourrais avoir besoin de mettre en place un moyen d'enregistrer son comportement, capturant des actions qui pourraient servir de preuve si la situation s'aggravait. Ce n'était pas une décision que je prenais à la légère, mais je ne voyais pas d'autre moyen d'assurer la sécurité de mon fils. Le tenir éloigné de ce qui s'était passé pendant mon absence est devenu ma priorité. Je savais que je devais procéder avec prudence. Ma femme était toujours la mère de mon enfant, et pour son bien, je devais gérer cela avec délicatesse. Pourtant, je savais aussi que le protéger était ma responsabilité ultime. En fermant l'ordinateur portable et en me levant, j'ai senti le poids de ma détermination s'installer. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je ferais tout ce qui était nécessaire pour garder mon fils en sécurité, même si cela signifiait recueillir des preuves de ses actions pour les présenter au tribunal. C'était un choix difficile, mais je savais que c'était le bon. Puisque j'avais encore quelques jours de congé, j'ai décidé qu'il était temps de mettre mon plan en action. Quand ma femme est rentrée ce soir-là, j'ai attendu le bon moment avant de l'approcher avec une expression calme. Je lui ai dit que j'avais réalisé avoir oublié quelques affaires chez ma mère. J'ai gardé un ton désinvolte, comme s'il s'agissait d'une simple course. Je dois y retourner demain, ai-je dit légèrement. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Je vais juste récupérer ce que j'ai laissé et je reviens tout de suite. Elle n'a pas semblé suspicieuse, hochant simplement la tête distraitement, perdue dans ses pensées. C'était exactement ce dont j'avais besoin, pas de questions, pas de doute. J'ai gardé la conversation courte et rassurante, insistant sur la rapidité du voyage. Ma priorité était de la mettre à l'aise, de garder la situation aussi routinière et banale que possible. Le lendemain matin, j'ai préparé un petit sac comme si je me préparais pour une simple excursion d'une journée. Je me suis assuré que ma femme me voit me préparer, m'arrêtant même pour l'embrasser sur le front avant de partir. Je serai de retour ce soir, ai-je dit avec un sourire, gardant mon ton léger et naturel. En montant dans la voiture et en sortant de l'allée, j'ai fait un signe de la main, m'assurant que tout semblait normal. Mon cœur battait la chamade, mais extérieurement, je restais calme. Cette façade était cruciale pour mon plan. Une fois assez loin de la maison, j'ai fait un détour vers chez mon meilleur ami. Il avait accepté de m'aider sans poser de questions, comprenant la gravité de la situation. J'ai garé ma voiture dans son garage, prenant soin de la cacher à la vue. Je ne voulais pas que ma femme la repère par hasard si elle sortait. Mon ami m'a fait un signe de tête encourageant alors que je quittais son garage à pied. Il savait que je faisais face à quelque chose de sérieux, et j'étais reconnaissant pour sa confiance et sa discrétion. De là, j'ai repris le chemin vers mon quartier, empruntant un itinéraire détourné pour éviter d'attirer l'attention. Je bougeais avec détermination mais restais discret, gardant la tête baissée et restant conscient de mon environnement. Le plan était simple, mais il exigeait de la précision. Mon objectif était de retourner à la maison sans être vu, me donnant la chance d'observer ce qui se passait sans que ma femme sache que j'étais là. Chaque pas que je faisais était délibéré, ma détermination inébranlable. En arrivant dans la rue près de ma maison, je me suis faufilé dans l'ombre, naviguant dans les petites rues et les ruelles avec soin. Je connaissais bien le quartier, chaque coin, chaque angle mort. Ça faisait étrange de rentrer furtivement chez moi, mais c'était nécessaire. Je devais voir ce qui se passait par moi-même, recueillir les preuves dont j'avais besoin pour protéger mon fils. Ma respiration était régulière alors que je me concentrais sur la tâche à accomplir. En approchant de la maison par l'arrière, je me suis déplacé silencieusement, restant dans l'ombre autant que possible. Mon cœur battait fort,
mais ma détermination me portait. C'était pour mon fils, et je ne pouvais pas laisser la peur ou l'hésitation me retenir. J'ai atteint la porte du garage et j'ai fait une pause, écoutant attentivement les sons venant de l'intérieur de la maison. Tout était silencieux, exactement comme je l'espérais. Lentement, j'ai ouvert la porte latérale du garage, me glissant à l'intérieur sans faire de bruit. Une fois à l'intérieur, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai fait une pause, laissant mes yeux s'adapter à la faible lumière. Le garage, habituellement un espace familier et banal, semblait maintenant le centre d'un plan soigneusement orchestré. Je me suis déplacé vers un coin où j'avais rangé de vieux outils et j'ai vérifié mon téléphone, m'assurant que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Tout était en place. Prenant une profonde inspiration, je me suis stabilisé. C'était le moment. J'étais dans mon propre garage, prêt à prendre les prochaines étapes pour assurer la sécurité de mon fils. Alors que je restais figé dans la faible lumière du garage, les sons venant de l'intérieur de la maison devenaient plus forts, des bruits erratiques et inimitables qui me donnaient des frissons dans le dos. Mon cœur s'est mis à battre plus vite alors que je sortais mon téléphone de ma poche, le réglant rapidement sur enregistrement. C'était le moment que j'avais préparé, l'occasion de recueillir les preuves dont j'avais besoin. Je ne pouvais pas me permettre de le manquer. Je me suis avancé vers la porte menant à la maison, mes mouvements lents et délibérés pour éviter tout bruit. Les sons devenaient plus clairs, des voix étouffées, un rire troublant et une série de mouvements étranges que je ne pouvais pas identifier immédiatement. Mon instinct hurlait que quelque chose n'allait pas du tout, et je ressentais une détermination renouvelée à tout documenter. J'ai poussé la porte juste assez pour voir à l'intérieur, prenant soin de rester caché. Ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Ma femme était là, agissant d'une manière que je ne pouvais décrire que comme bizarre. Elle utilisait des friandises pour chiens, les éparpillant autour d'elle, et semblait complètement perdue dans son propre monde. C'était comme si elle essayait de jouer à une sorte de jeu, un jeu troublant qui impliquait une étrange forme de jeu de rôle. Il y avait un pot de pâté, et elle en avait même étalé sur elle-même. Il était clair que ce qu'elle faisait allait bien au-delà de tout ce que je pouvais comprendre ou tolérer. J'ai gardé la caméra fixée sur elle, capturant tout, ma main stable malgré le malaise qui grandissait en moi. Je suis resté complètement silencieux, ma respiration légère alors que je luttais pour assimiler ce que je voyais. C'était déconcertant de regarder quelqu'un que j'avais autrefois aimé, en qui j'avais eu confiance, agir d'une manière aussi méconnaissable. Je me suis forcé à mettre de côté le tumulte émotionnel et à me concentrer sur la tâche. Chaque seconde de vidéo était une preuve cruciale pour assurer la sécurité et le bien-être de mon fils. Ce n'était plus une question de mes sentiments ou de notre passé, c'était une question de présent et de protection de mon enfant. Alors que l'enregistrement continuait, j'avais l'impression que le temps ralentissait. Chaque moment s'étirait douloureusement, mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter avant d'être sûr d'avoir assez de preuves. Ma femme restait inconsciente de ma présence, plongée dans ses propres actions troublantes. J'ai bougé légèrement pour obtenir un meilleur angle, prudent à ne faire aucun bruit. Le moindre indice de ma présence pourrait tout gâcher. J'avais besoin qu'elle reste ignorante, qu'elle continue, pour que je puisse recueillir toutes les preuves nécessaires. Finalement, j'ai remarqué que l'espace de stockage de mon téléphone atteignait sa limite. J'avais enregistré plus longtemps que je ne l'avais réalisé, mais je n'allais pas m'arrêter avant d'être certain d'avoir tout. J'ai fait une pause brève pour vérifier la vidéo, elle était claire, détaillée et indéniable. Aussi perturbant que soit le contenu, je savais que ce serait suffisant à présenter au tribunal et à démontrer ce qui se passait dans notre maison. Finalement, le stockage de mon téléphone a atteint sa capacité maximale, et l'enregistrement s'est arrêté. J'ai pris un moment pour me stabiliser, mes mains tremblant légèrement alors que je rangeais l'appareil dans ma poche. Silencieusement, je me suis glissé de nouveau dans le garage, m'assurant de rester hors de vue. Assis dans l'obscurité, j'ai laissé la gravité de ce que je venais de voir s'imprégner en moi. J'avais les preuves. C'était douloureux, troublant et surréaliste, mais je savais que c'était suffisant. Il n'y avait plus de retour en arrière. Ma priorité était mon fils, et j'avais fait le premier pas pour assurer sa sécurité. Ce qui viendrait ensuite serait difficile, mais j'étais résolu. C'était ma responsabilité, et je n'allais pas échouer. Avec les preuves en main, je savais que le moment était venu de confronter ma femme. Je ne pouvais pas laisser ce que j'avais vu continuer, et je ne pouvais pas permettre que cela affecte la vie de mon fils. Je me suis préparé, mais pas ferme alors que je l'appelais. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je dit, plus fort que je ne l'avais prévu, ma voix débordante d'incrédulité et de frustration.
Le son de ma voix l'a surprise, et elle s'est tournée pour me faire face. Son expression a changé instantanément, passant de la surprise à une réalisation blême alors qu'elle comprenait que j'avais tout vu. Pendant un bref instant, le silence a rempli l'espace entre nous, et je m'attendais à ce qu'elle s'effondre, s'excuse ou explique. Mais au lieu de cela, son visage s'est durci, et ce qui a suivi m'a encore plus choqué. Sa voix s'est élevée brusquement alors qu'elle criait « C'est ta faute ». Elle m'a pointé du doigt, son visage rouge de colère, ses émotions débordant de manière incontrôlable. « Tu m'as laissée ici toute seule, tu m'as ignorée, et voilà ce que je suis devenu à cause de toi. » Chaque mot était plus tranchant, plus coupant, rempli de reproches et de fureur. Je suis resté figé un instant, non pas à cause des accusations elles-mêmes, mais à cause de l'absence de remords dans sa voix. « Je t'ai laissé, ai-je dit, l'incrédulité pesant dans mon ton. J'étais en train de m'occuper de ma mère, essayant de faire ce qui est juste pour cette famille. Je me suis épuisé à travailler pour subvenir à tes besoins et à ceux de notre fils, et ça, c'est comme ça que tu repaies cette confiance. » Ma voix tremblait de frustration, bien que j'essaie de garder le contrôle. Je ne pouvais pas laisser sa tempête émotionnelle m'entraîner. Je devais rester concentré, garder mes priorités claires, protéger mon fils avant tout. Sa colère ne s'est pas calmée. Elle a riposté avec des mots encore plus acérés, sa voix montant presque jusqu'à un cri. « Tu penses que fournir de l'argent suffit? Tu penses que payer les factures fait de toi un bon mari? Tu n'étais pas là, tu n'as jamais été là. » Sa voix résonnait dans la pièce, son visage tordu par la colère. Je pouvais voir qu'elle croyait chaque mot qu'elle disait, véritablement convaincue que tout cela était d'une certaine manière ma faute. J'ai secoué la tête, essayant de rester calme. J'ai été là chaque fois que je le pouvais, ai-je dit fermement, mon ton stable mais tendu. J'ai soutenu cette famille, travaillé jour et nuit pour nous offrir une bonne vie. Si tu te sentais seul, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi n'as-tu pas parlé avec moi au lieu de ça? J'ai fait un large geste, incapable de cacher ma frustration. Tu as trahi ma confiance, et pire, tu as mis notre fils en danger. Comment justifies-tu ça? Sa réponse était tout sauf rationnelle. Elle a commencé à faire les 100 pas, ses bras gesticulant sauvagement alors qu'elle continuait à crier « Tu ne comprends pas, tu n'as jamais compris. J'ai été seul ici, seul avec un enfant, seul avec tout, pendant que tu jouais les héros pour ta mère. Et moi alors? Et ce dont j'avais besoin? Tu penses que rentrer le soir et dire quelques mots gentils règle tout? » Je l'ai regardée, mon expression se durcissant alors que la prise de conscience s'installait. Il n'y avait pas moyen de raisonner avec elle dans cet état. Elle dérapait, perdue dans sa propre colère et frustration. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à rester calme. Je ne pouvais pas laisser cela s'aggraver davantage. La sécurité de mon fils était ma priorité, et je devais gérer cela avec contrôle et clarté. « Je comprends que tu aies été seul, » ai-je dit, ma voix plus douce mais ferme, essayant de percer à travers ses cris. « Mais ce que tu as fait, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas quelque chose que je peux ignorer. Notre fils mérite mieux que ça. Il mérite un foyer stable, un environnement sûr. » Mes mots n'ont presque pas été enregistrés. Elle a secoué la tête, sa frustration évidente alors qu'elle refusait d'écouter. Elle continuait à faire les 100 pas, ses mouvements frénétiques, sa voix devenant plus forte. « Tu penses que tu es parfait, hein? Tu penses que travailler dur compense tout le reste? Eh bien, non. » Ces mots résonnaient contre les murs, sa colère incontrôlée. Je suis resté là, mon cœur s'enfonçant alors que je réalisais à quel point elle était perdue. Ce n'était pas juste de la frustration ou de la solitude, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne pouvais pas réparer à ce moment-là. Ses accusations continuaient, sa voix montant à chaque mot. Elle était trop perdue dans ses propres émotions, trop aveuglée par sa douleur et sa colère pour entendre quoi que ce soit de ce que je disais. J'ai pris une autre profonde inspiration, me forçant à rester posé. Ce n'était pas une question de gagner une dispute ou de prouver qui avait raison. Il s'agissait de protéger mon fils du chaos qui se déroulait devant moi. « Tu es bouleversé, et je comprends ça, » ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Mais ce n'est plus à propos de nous. C'est à propos de lui, notre fils. Il mérite mieux que ça, et je vais m'assurer qu'il l'obtienne. Elle n'a pas répondu, ses cris continuant sans relâche alors qu'elle allait et venait, ses mouvements erratiques et ses mots devenant plus incohérents. Je suis resté ferme, la regardant,
mon cœur lourd sous le poids de ce que je devais faire. Il était clair qu'elle n'était pas prête à affronter ses actions, pas disposée à reconnaître ce qu'elle avait fait. Aussi douloureux que ce soit à accepter, je savais que c'était la réalité à laquelle je devais faire face. Mon attention était maintenant sur la sécurité de mon fils, et je ne pouvais pas laisser son comportement le mettre en danger. Elle a continué à déraper, sa colère ne montrant aucun signe de s'estomper. Les cris, les allées et venues, les gestes sauvages, tout cela était trop. En restant là, la regardant se désagréger, je savais que j'avais pris la bonne décision. Cet environnement n'était pas sûr pour mon fils, et c'était ma responsabilité de prendre le contrôle et de le protéger, peu importe la difficulté, peu importe la douleur. Je devais faire ce qui était juste. L'avenir de mon fils en dépendait. J'ai pris une profonde inspiration, me stabilisant. Le moment était venu de rendre ma position claire et définitive. En regardant directement ma femme, j'ai parlé avec une détermination inébranlable. « Ça ne peut pas continuer », ai-je dit, mon ton calme mais ferme. J'en ai fini. On divorce. Le poids de mes mots semblait figer l'air dans la pièce. Je pouvais voir les émotions défiler sur son visage, choc, incrédulité, puis une rage ardente. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai poursuivi, j'ai tout enregistré, et je vais l'utiliser au tribunal. Je prends notre fils. Il mérite mieux que ça. Elle est restée immobile un instant, comme si mes mots l'avaient paralysée. Puis la colère est revenue en force, plus intense et chaotique qu'avant. Son visage s'est tordu de fureur, et elle m'a pointé du doigt, sa voix aiguë et stridente. « Tu penses que tu peux me prendre mon fils? Tu penses que tu peux juste partir et me laisser sans rien ?» Ces mots déferlaient en un torrent, brut et sans filtre. Je suis resté silencieux, mon expression stable, mon regard fixé sur elle. Il n'y avait plus rien à débattre. Ce n'était plus une discussion, c'était la réalité que j'imposais. Soudain, son attention s'est détournée, et avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, elle s'est tournée vers le chien. Sa voix s'est élevée, autoritaire et sauvage. « Attaque-le » a-t-elle crié, ses yeux brillants de désespoir. Max, notre chien loyal, a hésité, une lueur de confusion dans ses yeux alors qu'il nous regardait tour à tour. Mon cœur battait à tout rompre, et pendant un instant, j'ai craint qu'elle ait vraiment réussi à le retourner contre moi. Il a baissé son corps légèrement, sa posture tendue, et a commencé à avancer vers moi. Je savais que je devais agir rapidement et de manière décisive. Tenant ma position, j'ai appelé fermement, mettant toute mon autorité dans un seul mot, « non ». Ma voix était forte, coupant à travers le chaos dans la pièce. Max s'est figé, ses yeux se verrouillant sur les miens. La tension était palpable, le moment s'étirant alors que je voyais le conflit dans son expression. J'ai avancé légèrement, maintenant mon ton autoritaire, « Max, assis ». À mon immense soulagement, il a obéi. Max s'est abaissé au sol, sa posture soumise, son regard se reportant sur moi avec reconnaissance et confiance. Mon pouls battait rapidement, mais je gardais mon sang-froid, m'assurant que Max ne voit que confiance et contrôle. Je me suis baissé, lui donnant une tape rassurante sur la tête tout en gardant les yeux sur ma femme. « Tu ne peux pas le contrôler », ai-je dit calmement. « Ce n'est pas une arme que tu peux utiliser. Il fait partie de cette famille, et il sait ce qui est juste. » Mes mots semblaient avoir touché une corde sensible. Ses yeux se sont rétrécis, son expression s'assombrissant alors que sa colère mijotait sous la surface. Elle semblait vouloir riposter, mais aucun mot ne venait. Elle restait là, respirant lourdement, ses mains serrées en poing fermé sur ses côtés. En me redressant, j'ai croisé son regard, ma détermination intacte. « C'est fini », ai-je dit, ma voix portant une finalité qui ne laissait place à aucun argument. « Je prends notre fils, et je pars. Tu as besoin d'aide, et je ne peux plus laisser notre enfant être entouré de ça. » Pendant un instant, sa colère sembla vaciller, son expression se transformant en autre chose, peut-être du désespoir, mais je ne pouvais pas me permettre de fléchir. Ma décision était prise, et c'était la bonne. Elle a essayé de discuter, ses mots sortant dans un mélange désordonné de cris et d'accusations, mais sa frustration et sa rage étaient trop écrasantes pour qu'elle forme une réponse cohérente. Je l'ai regardée aller et venir, sa colère débordant, et j'ai su qu'elle avait perdu le contrôle de la situation. C'était fini. Elle ne pouvait pas manipuler ou déformer ce moment à son avantage. Ses actions nous avaient conduits à ce point, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mon cœur était lourd, mais ma détermination restait forte.
C'était pour mon fils, pour sa sécurité et son avenir. Alors que sa voix résonnait dans la pièce, je suis resté ferme, prêt à prendre les prochaines étapes pour protéger ce qui comptait le plus. Il était temps d'avancer, de laisser le chaos derrière et de m'assurer que mon fils ait la stabilité et les soins qu'il méritait. Après la confrontation, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ma femme ne pouvait plus rester dans la maison, pas après tout ce qui s'était passé. Avec une résolution ferme dans ma poitrine, je me suis dirigé vers elle, la prenant par le bras. « Il est temps que tu partes », ai-je dit calmement mais fermement. Ma voix ne laissait aucune place au débat. Elle a résisté, criant et plaidant, mais je n'ai pas été ébranlé. Ce n'était pas un choix, c'était une nécessité. Je l'ai guidée vers la porte, ignorant ses protestations. Ses actions avaient brisé toute confiance qu'il me restait, et cette maison n'était plus la sienne. Une fois qu'elle fut dehors, je n'ai pas perdu de temps. J'ai commencé à rassembler ses affaires, les jetant dans des sacs sans grand soin. Le poids émotionnel de ses choix était maintenant le sien à porter. J'ai porté les sacs dehors un par un, les posant sur le porche. Ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de protéger mon fils et de restaurer la paix dans notre maison. Finalement, quand toutes ses affaires furent dehors et qu'elle s'éloigna, probablement vers chez son ami, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Il y avait de la tristesse pour ce qui avait été perdu, mais aussi du soulagement. J'avais fait le premier pas vers la sécurité et le bien-être de mon fils. Avec la maison silencieuse et ma femme partie, je savais que la prochaine étape était de sécuriser notre protection légalement. J'ai sorti mon téléphone et revu les images que j'avais capturées. C'était une preuve claire et indéniable de ses actions. Bien que la décision soit difficile, j'ai envoyé la vidéo aux autorités. Ce n'était pas un acte de malice, c'était une étape nécessaire pour assurer la sécurité de mon fils et empêcher qu'elle ne cause davantage de tort jusqu'à ce qu'elle cherche l'aide dont elle avait clairement besoin. Les jours suivants ont été un tourbillon de procédures judiciaires. J'ai travaillé étroitement avec mon avocat, présentant les preuves au tribunal et plaidant pour la garde complète de mon fils. Ce fut un processus émotionnellement éprouvant, mais je suis resté concentré sur l'objectif, son bien-être. Mon avocat m'a rassuré que nous avions un dossier solide, et je pouvais voir à l'attitude du juge que la gravité de la situation ne lui échappait pas. La vidéo parlait d'elle-même, ne laissant aucun doute sur les actions qui nous avaient conduits à ce point. Quand le tribunal a finalement rendu sa décision, ce fut un moment de soulagement immense. Le juge m'a accordé la garde complète de mon fils, citant le danger clair posé par les actions de ma femme. De plus, elle a été condamnée à payer une pension alimentaire. Bien que ce ne soit pas une question de punition, la décision confirmait que le tribunal reconnaissait la responsabilité qu'elle portait. C'était une victoire, non pas pour moi, mais pour mon fils, qui avait maintenant la stabilité et la protection qu'il méritait. Avec les affaires légales derrière nous, j'ai tourné mon attention vers la construction d'une nouvelle vie pour mon fils et moi. La maison que nous avions partagée était trop remplie de souvenirs douloureux. Je savais que nous avions besoin d'un nouveau départ, libre du poids du passé. J'ai commencé à chercher une nouvelle maison, un endroit où nous pourrions créer de nouveaux souvenirs et un avenir plus lumineux. Ce n'était pas un processus facile, mais j'étais déterminé à trouver un espace où mon fils pourrait se sentir en sécurité et heureux. Après quelques recherches, j'ai trouvé une nouvelle maison, plus petite, plus chaleureuse, qui semblait parfaite. Elle avait tout ce dont nous avions besoin, chaleur, lumière, et la promesse d'un nouveau départ. Je nous y ai installés progressivement, prenant soin de tout aménager avec soin. Je voulais que notre nouvelle maison soit accueillante et sécurisée, un sanctuaire où mon fils pourrait grandir et s'épanouir. En déballant et arrangeant notre nouvel espace, je ressentais un sentiment renouvelé de but. C'était un nouveau commencement, et je l'embrassais de tout mon cœur. Avec le temps, nous nous sommes installés dans notre nouvelle vie. La nouvelle maison était tout ce que j'avais espéré qu'elle serait, un endroit paisible, rempli de lumière et de chaleur, loin de la tension et du chaos de notre ancienne maison. Il y avait encore des défis à venir, mais je me sentais prêt à les affronter. Ma priorité était et serait toujours mon fils. J'étais engagé à lui donner la vie qu'il méritait, pleine d'amour, de stabilité et de sécurité. En regardant autour de notre nouvelle maison, je ressentais un espoir que je n'avais pas connu depuis longtemps. C'était là que nous devions être, et je savais que, quoi qu'il nous attende, nous l'affronterions ensemble. Nous étions enfin sur le chemin de la guérison, et pour la première fois en des mois, je ressentais une paix profonde et durable. Un jour, alors que j'étais à la maison, j'ai entendu un tumulte dehors.
En regardant par la fenêtre, j'ai vu ma femme, visiblement agitée et en colère, debout près de ma voiture. Mon estomac s'est noué, et je me suis rapidement dirigé dehors, me préparant à ce qui allait venir. En m'approchant, elle s'est tournée vers moi, les yeux pleins de rage. « Je ne vais pas payer ces pensions alimentaires », a-t-elle craché, sa voix dégoulinante de venin. Avant que je puisse dire un mot, elle a ramassé un objet lourd et l'a balancé sur ma voiture, brisant le rétroviseur latéral. Je suis resté figé un instant, regardant avec incrédulité alors qu'elle continuait son saccage. Sa fureur était implacable, et j'ai réalisé qu'elle n'allait pas s'arrêter. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je crié, ma voix ferme mais teintée d'incrédulité. Elle n'a pas répondu, continuant à hurler alors qu'elle frappait le capot de ma voiture avec ses poings. « Tu m'as fait ça. Tu m'as tout pris. Tu as ruiné ma vie. » Sa voix s'est brisée alors que la colère et la frustration se déversaient d'elle. Il était clair qu'elle était hors de raison, perdue dans ses propres émotions. Réalisant que tenter de la raisonner était inutile, j'ai sorti mon téléphone et appelé la police. J'ai expliqué la situation calmement, leur donnant les détails dont ils avaient besoin. En attendant leur arrivée, je suis resté à distance, la regardant aller et venir, le visage rouge de fureur. Je ressentais un mélange complexe d'émotions, tristesse pour la personne qu'elle était autrefois, frustration face au chaos qu'elle avait créé, et détermination à protéger la vie que je construisais pour mon fils et moi. Quand la police est arrivée, ils ont rapidement évalué la situation. Je leur ai montré les dégâts sur ma voiture et expliqué ce qui s'était passé. Ma femme a essayé de se défendre, sa voix devenant stridente alors qu'elle tentait de justifier ses actions, mais les officiers sont restés impassibles. Les preuves étaient claires, et ils lui ont parlé sévèrement. Ils l'ont informé qu'elle serait accusée de vandalisme et devrait payer pour les dégâts en plus de ses obligations existantes de pension alimentaire. L'un des officiers s'est tourné vers moi, s'adressant à moi d'un ton calme mais autoritaire. « Nous allons aussi émettre une ordonnance restrictive », a-t-il dit. « Elle n'a pas le droit de s'approcher de vous ou de votre enfant. » Un soulagement m'a envahi. C'était une étape nécessaire pour assurer notre sécurité. J'ai regardé alors qu'il l'escortait, son visage mêlant incrédulité et fureur. Elle m'a fusillé du regard, mais j'ai croisé son regard avec une expression neutre. Ce n'était pas une question de colère ou de revanche, c'était une question de protéger mon fils et de créer une vie stable pour lui. Après le départ de la police, je suis resté près de ma voiture endommagée, prenant une profonde inspiration. Cet incident ne pouvait pas être simplement ignoré. Ses actions avaient des conséquences, et elle devait le comprendre. J'ai commencé à passer des appels, contactant des amis pour recueillir des informations sur son emploi actuel. Ça n'a pas pris longtemps, l'un de mes amis savait où elle avait commencé à travailler après que sa vie ait commencé à s'effondrer. Avec ces informations en main, j'ai pris une décision. J'ai envoyé la vidéo d'elle endommageant ma voiture et me criant dessus à son lieu de travail. Ce n'était pas une question de mesquinerie ou de vengeance, c'était une question de responsabilité. Son comportement était inacceptable, et il était important qu'elle fasse face à la réalité de ses actions. Je savais que cela pourrait affecter son emploi, mais elle devait comprendre qu'il y avait des répercussions dans le monde réel à ses choix. J'ai aussi partagé la vidéo avec certains de nos connaissances mutuelles. Les gens devaient connaître la vérité, voir ce avec quoi j'avais dû composer pendant si longtemps. J'avais essayé de gérer les choses discrètement, mais elle avait franchi trop de lignes. Les réponses ont été rapides, choc, incrédulité et soutien de ceux qui ont vu les images. C'était difficile d'exposer ce côté de nos vies, mais c'était nécessaire pour le bien-être de mon fils et notre tranquillité d'esprit. En fin de compte, j'ai ressenti un sentiment de clôture. Les dégâts sur ma voiture symbolisaient la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, et j'avais pris des mesures décisives pour m'assurer qu'elle ne puisse plus perturber nos vies. Ma priorité était et serait toujours mon fils. Je n'allais pas laisser qui que ce soit menacer la stabilité que nous avions travaillé si dur à construire. En regardant le rétroviseur brisé, je ressentais une détermination renouvelée à aller de l'avant. Le chaos qu'elle avait apporté dans nos vies était derrière nous maintenant, et il était temps de se concentrer sur l'avenir, un avenir rempli de paix et de stabilité pour mon fils et moi. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.